Bonjour à tous, Laure Liotier, avocate of counsel au sein du cabinet Factory Avocat. Bonjour, Lucie de Montredon d'Oscorail, collaboratrice au sein du cabinet Factory Avocat. Donc on a fait le choix d'évoquer la notion du harcèlement moral puisque c'est une notion qui est malheureusement éminemment actuelle et aussi qui est susceptible de concerner tout type de collaborateurs et tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille et leur activité. Mais aussi on a fait le choix d'évoquer cette notion puisqu'on constate une montée en puissance des situations qui sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral, notamment dans un contexte de libération de la parole en entreprise. Cette libération permettant de faire la lumière sur des dérives managériales et des dérives dans le milieu professionnel de manière plus générale, qu'elles soient horizontales ou verticales. Plusieurs situations peuvent caractériser un harcèlement moral. Par exemple, le fait de menacer une personne, de l'injurier, le fait de lui donner des ordres, suivis de contre-ordres, ou alors des abstentions. Par exemple, le fait d'isoler un salarié. Donc, le Code du travail est très clair sur cette question. On veut réellement des agissements qui soient répétés. Alors, ce critère de répétition, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que les agissements s'étalent sur une période extrêmement longue, telle que 2 mois, 3 mois. On a des jurisprudences qui reconnaissent un harcèlement moral qui est caractérisé sur 1 mois. Mais plusieurs éléments ont conduit à la caractérisation de ce harcèlement. De la même manière, on peut avoir un harcèlement moral qui est exercé sur 2 ans. Donc on n'a pas de contrainte de période, mais on a ce critère de répétition inévitablement. En tout état de cause, pour qu'un harcèlement moral soit caractérisé, il faut qu'on puisse constater soit une dégradation des conditions de travail du salarié, soit une dégradation de son état de santé physique ou mental, soit encore une compromission de sa carrière professionnelle, ou alors une atteinte à sa dignité ou à ses droits. Alors justement, on a une jurisprudence récente du mois de janvier 2025 qui a reconnu qui a édicté une nouvelle dimension du harcèlement moral, qu'on appelle désormais le harcèlement moral institutionnel. Donc dans cette affaire, on a eu une condamnation de plusieurs dirigeants, notamment un directeur des opérations et une directrice des ressources humaines, qui avaient déployé une politique de déstabilisation du personnel, dans un seul objectif, c'était de pousser une collectivité salariée à la démission. Et donc, dans ce contexte précis, la Cour de cassation a caractérisé un harcèlement moral à dimension collective, dénommé le fameux harcèlement institutionnel. Le Code du travail énonce plusieurs types d'obligations à la charge des employeurs en matière donc, de prévention du harcèlement moral, mais aussi des obligations qui sont plus générales. La première qui est essentielle, c'est l'obligation de protection de la santé et la sécurité des collaborateurs. On va aussi avoir une obligation d'évaluation. On a aussi une obligation de prévention de manière globale et générale des risques professionnels qui sont susceptibles d'intervenir au sein de l'entreprise. Et on a enfin une troisième dimension de l'obligation de prévention qui est spécifique au harcèlement moral. Donc à la lumière de ces 3 obligations cumulées, l'employeur doit nécessairement déployer des outils visant à prévenir la survenance d'agissements de harcèlement moral. Donc on a des outils qui en réalité résultent du respect par l'employeur de ses obligations légales. Dans le règlement intérieur des entreprises, les dispositions relatives au harcèlement moral. Ça va aussi être d'informer par tout moyen les collaborateurs des dispositions du code pénal sur la sanction et la prohibition des agissements de harcèlement moral. Mais également, ça peut être donc une mise en application de ces dispositions légales, c'est aussi de désigner un référent harcèlement dans les entreprises d'au moins 250 salariés. Autre type d'outil de prévention qu'on peut solliciter, c'est déjà d'informer les collaborateurs sur les interlocuteurs susceptibles de se saisir de ce type de situation et de clarifier le rôle de chacun de ces interlocuteurs. Donc ces interlocuteurs, ça va être notamment le comité social et économique, le référent harcèlement, le médecin du travail, mais également des membres de la direction des ressources humaines. Et enfin, et nous c'est notre préconisation, c'est une préconisation qu'on développe auprès de nos clients de manière extrêmement régulière, c'est vraiment d'assurer une information, une formation et une sensibilisation des collaborateurs et plus particulièrement des managers sur qu'est-ce que le harcèlement moral, comment on l'identifie et comment on se l'approprie et comment on prend les mesures pour y remédier.
La Cour de cassation s'est récemment saisie du sujet, à savoir si il est obligatoire de lancer une enquête harcèlement moral à la suite d'une alerte. En réalité, la Cour de cassation a reconnu que l'enquête ne devait pas être systématiquement mise en place dès lors que l'employeur peut démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité du salarié. Donc on n'a aucune disposition légale ni aucune jurisprudence qui impose la création d'une commission d'enquête interne ad hoc avec une composition qui serait strictement énoncée. Donc dans l'absolu, oui, l'employeur il peut diligenter, mettre en œuvre l'enquête interne tout seul. En revanche, nous ce qu'on préconise, c'est lorsque le CSE est en place, lorsqu'on a un référent harcèlement le cas échéant, c'est les associer. Parce qu'en associant ces élus et le référent harcèlement à l'enquête qui va être mise en œuvre, on évite toute éventuelle contestation sur le caractère prétendument partial ou non contradictoire de l'enquête diligentée. En tout état de cause, qu'il y ait une commission d'enquête ad hoc qui ait été constituée ou pas, nous on préconise quand même de faire la lumière sur plusieurs éléments avant de mettre en œuvre les entretiens effectifs. Donc ces éléments, ça va être quoi? Ça va être évidemment la liste des personnes qu'on va interroger, au sein de laquelle il y aura inévitablement la prétendue auteur, prétendue autrice, le ou la victime, mais également les témoins, voire les collègues de travail, voire les managers, N+1, N+2, des protagonistes. On va également faire la lumière, on va tout le moins statuer sur une liste de questions génériques qui vont être posées en fonction du profil de la personne interrogée. Et après, on va également pouvoir évoquer des questions pratiques telles que quels seront les lieux, quels seront les horaires, mais aussi est-ce qu'on enregistre les entretiens, le cas échéant avec l'accord préalable des personnes interrogées, ou est-ce qu'on désigne un secrétaire de séance qui va lui formuler les écrits, retranscrire par écrit le contenu de ces entretiens. Donc généralement, on va débuter par un rappel du contexte. Donc par exemple, on va dire nous avons été informés d'allégations susceptibles de caractériser un harcèlement moral et donc nous souhaitons vous entendre et recueillir vos observations vis-à-vis de cette situation. Donc on pose le contexte. Ensuite, on va expliquer que évidemment, on va faire un rappel qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement conseillé. Rappel du fait que la dénonciation, le fait de témoigner ou de relater des agissements de harcèlement moral ne saurait entraîner une quelconque sanction. Donc rappeler voilà, la liberté de parole dont vont jouir les personnes interrogées. On peut également rappeler, et ça c'est ce qu'on préconise au quotidien, l'obligation de confidentialité à laquelle les personnes interviewées sont soumises. Obligation de confidentialité qui se justifie parfaitement par le respect de la vie privée et de la dignité des personnes en cause. Et ensuite, on va dérouler donc nos interrogations. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche bienveillante, empathique, donc de respecter la parole de la personne interrogée, ne pas lui couper la parole, bien entendu, mais également d'avoir une approche qui est quand même impartiale et de recherche de la vérité. Donc, si les réponses sont imprécises, sont vagues, il ne faut absolument pas hésiter à solliciter des éléments de précision, tels que des dates, des horaires ou d'éventuels témoins. À la suite des entretiens, il est conseillé de procéder à la rédaction d'un compte-rendu qui recense 5 éléments. Le contexte, les personnes auditionnées, les faits révélés, la qualification des faits révélés et aussi éventuellement les mesures envisagées. Donc à l'issue de l'enquête interne et des faits qui auront été révélés ou découverts dans le cadre de l'enquête, on a deux grandes hypothèses qui sont envisageables. La première hypothèse, c'est les faits révélés, découverts, ne relèvent pas de la qualification juridique du harcèlement moral, puisqu'on s'excipe des 3 conditions cumulatives qui permettent de caractériser un harcèlement moral. Donc là, l'employeur reste parfaitement libre et a même, le cas échéant, l'obligation de prendre quand même les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs en question. Donc ces mesures, ça va être des mesures d'adaptation de l'organisation du travail, du temps de travail, d'organisation de l'équipe d'affectation. Ça peut être effectivement de mettre en place un télétravail ponctuel ou permanent, voire même d'envisager une mutation géographique ou professionnelle. Donc la seconde hypothèse, c'est les faits révélés
au cours de l'enquête relèvent malheureusement de la qualification juridique du harcèlement moral. Donc, nos 3 conditions cumulatives exigées par le législateur sont remplies, sont caractérisées. Le cas échéant, l'employeur n'a pas vraiment le choix. Il faut sanctionner l'auteur du harcèlement moral à travers la notification d'un licenciement pour motif disciplinaire. Le harcèlement moral, il peut être prouvé par différents éléments. Ça peut être des courriels, des comptes rendus annuels, des échanges de courriers. Et récemment, la Cour de cassation a apporté 2 décisions qui apportent des précisions justement sur les moyens de preuve. Le salarié, il peut apporter des enregistrements audio enregistrés à l'insu de l'employeur pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral, sous 2 conditions. La première condition, c'est que ces enregistrements audio sont l'unique moyen pour le salarié d'exercer son droit à la preuve. Et la deuxième condition, c'est que ces enregistrements audio ne portent pas une atteinte trop importante, disproportionnée, à la vie privée de l'employeur. La Cour de cassation a également autorisé la production de témoignages anonymisés, c'est-à-dire de témoignages rendus anonymes a posteriori, pour démontrer l'existence d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral.